troisième éco-dialogue, pour ce troisième éco-dialogue qui va être sur l'éducation, j'ai le grand plaisir d'avoir avec nous plusieurs personnes. Alors cette fois-ci, on a une grande tablée avec Françoise Nissen, qui est une des fondatrices d'Actes Sud, et Jean-Paul Capitani, également aussi, bien sûr, un des piliers d'Actes Sud. Alors pourquoi Actes Sud? Parce qu'au-delà de cette formidable maison d'édition, 1000 livres par an à peu près, hein, c'est ça au total, c'est tout à fait considérable, et puis bon, des succès étonnants. Il fallait quand même le faire, un prix Nobel, un prix Goncourt, de très beaux best-sellers, un formidable best-seller sur l'intestin, le charme discret de l'intestin, ça c'est quand même tout à fait étonnant. Et donc, et puis aussi, pour ceux qui ne connaissent pas, en Arles, dans pratiquement un quartier entier, Actes Sud, au Méjean, avec une librairie, des cinémas, un endroit où il y a différentes conférences, expositions, etc. Et puis le siège historique d'Actes Sud. Mais alors pourquoi je les invite aujourd'hui? Parce que, eh bien, ils ont décidé de fonder une école qui s'appelle Domaine du possible et qui reprend le titre d'une des collections d'Actes Sud, qui est centrée plus sur l'écologie, et dont un des directeurs de collection est Cyril Dion. Cyril Dion, vous l'avez peut-être rencontré dans le film Demain. Demain fait aussi l'objet d'un livre important chez Actes Sud, et pour tous ceux qui ont vu le film, je vous conseille vraiment de lire le livre, parce que là il y a des interviews, il y a une masse de documentation par rapport au film qui est tout à fait importante. Et puis il y a également aussi un livre pour les adolescents, hein, sur Demain. Alors on va parler donc de cette école, et puis à ma gauche, Jean-Louis Blenay. Jean-Louis Blenay est le président de la Fédération des calendres-État. Et tu nous parleras tout à l'heure, Jean-Louis, de qu'est-ce que c'est que ces calendres-État. Il y en a une, je le sais, ici à Metz, mais en même temps, j'ai eu, en discutant avec lui, l'étonnement de voir que maintenant c'est un réseau complet, allant jusqu'au collège et allant de Nice à Bordeaux, pratiquement, hein, c'est ça, oui. Quelque chose. Voilà, donc là, il y a une vraie force, il y a une vraie dynamique, et on va en parler toujours autour de l'éducation. Sur l'éducation, puisqu'on met l'ensemble de ces rencontres un peu dans le cadre de ce film Demain, sur lequel, si vous l'avez vu, vous savez qu'il y a plusieurs thématiques, 5 thématiques, la dernière est justement sur l'éducation. Et ce qui est intéressant, c'est que dans une interview récente, Cyril Dion raconte que, vous savez, la dernière expérience, dernières images, en quelque sorte, au niveau de l'éducation, se situe dans une formidable école qui est en Finlande. Et Cyril raconte qu'à un moment donné, il discute avec les professeurs, il voit la façon dont ça se passe, c'est ce qu'on voit dans le film, bien sûr. Et puis il y a un des professeurs qui lui demande, mais vous faites comment vous? Et alors Cyril répond, nous c'est pas compliqué, il y a un professeur, il parle pendant 1 heure aux élèves qui sont en face. Et l'autre le regarde avec des grands yeux en disant, mais je crois que vous n'avez rien compris encore, quelque part. Et je crois qu'on va parler de ça, c'est-à-dire quelle éducation pour demain, quelle éducation pour nos enfants, et bien sûr, derrière l'éducation, il y a aussi notre façon de vivre demain, notre façon de vivre ensemble, qui sont très bien rappelées dans un livre que vraiment je vous conseille, qui s'appelle « Enseigner à vivre » d'Edgar Morin, qu'on ne présente plus, mais c'est un livre très accessible et en même temps qui reprend finalement, Edgar Morin a repris beaucoup de choses qu'il a pu écrire tout au long de sa longue vie sur la problématique de l'éducation, avec un titre qui, je crois, est celui de Jean-Jacques Rousseau, qui résume bien que l'éducation, c'est aussi enseigner à vivre. Alors, Françoise et Jean-Paul,
qu'est-ce que c'est que cette école que vous avez montée, et puis pourquoi tout d'un coup se dire, ça y est, on va monter au-delà, en dehors des livres, des disques, de tout ce que vous avez fait sur Ara, pourquoi une école? L'école, ça a toujours été un problème avec François. Nous avons eu 5 enfants et on était jeunes, si on peut dire, en 68, donc on se disait qu'on ne mettrait pas nos enfants à l'école et puis on les a mis à l'école. On s'est mis à penser qu'on travaillait, que l'école de la République, c'était finalement, ça existait, tous les enfants étaient passés par là, nous y compris, donc on s'est dit, il n'y a pas de problème. Sauf que notre 7e enfant n'a pas traversé ça avec bonheur et a été très réactif à ces pratiques pédagogiques et on a eu beaucoup de difficultés avec lui et on a commencé à se poser toutes les questions les unes derrière les autres, découvrir ce que c'était qu'un enfant différent, découvrir ce que c'était que le système scolaire confronté à la différence et c'était une espèce de cauchemar qui est passé vers 13 ans, il est allé dans une école Steiner, puis il a voulu aller aux États-Unis sur les conseils de Ousmane Sow qui était chez nous et qui lui dit mais il y a des écoles formidables là-bas, il faudra les voir. J'étais tellement convaincu et persuadé que le système d'éducation français était quand même quelque chose de valide que j'ai dit à Antoine, on va aller voir, on va visiter des écoles et tu vas voir que c'est pas formidable. Mais je parlais sans savoir. Et là, on s'est retrouvés là-bas, on a été stupéfaits. On était même stupéfaits au point, d'une certaine manière, d'avoir un peu honte de notre système scolaire. Je pense peut-être qu'on la ressent. Donc pendant quelques temps, on a commencé à parler de ces écoles qu'on a expérimentées, et Antoine aussi, et on s'est dit, on pourrait faire nous aussi une école parce que, d'une certaine manière, étant éditeur, étant environné de gens qui sont des créateurs, etc., le sentiment, c'était qu'on pouvait, en bénéficiant de leurs compétences, de leurs connaissances, de tout cet environnement, amener quelque chose à ce niveau-là et montrer qu'on peut faire une école différente. Alors, je ne vais pas être trop long, mais... On peut dire en quoi on a... Enfin, les principes de base, c'est de faire une école qui essaye de considérer que l'enfant est bon. Enfin, c'est pour reprendre des principes rousseauistes. Hein. D'ailleurs, en Allemagne, on accompagne plus les enfants dans ce principe-là que ce qu'on fait en France, que la problématique de l'éducation, ce n'est pas, comme le dit Aristophane, de remplir un chaudron, mais d'allumer un feu dessous. Et on a vraiment observé, en accompagnant Antoine, à quel point l'obsession, et Dieu sait quand on est confronté à un enfant différent et que donc on se pose des questions, on voit que c'est vraiment frappant, l'obsession de beaucoup, c'est l'évaluation et c'est l'acquisition des connaissances, avec cette espèce de double nécessité qui apparaît comme les seules choses envisageables. Et on s'est rendu compte en allant vers d'autres systèmes. Moi, je viens de Belgique, on a été regarder d'autres écoles, on a publié pas mal de livres sur des expériences différentes, que ce soit l'école de Sophie Rabi, plutôt basée sur Montessori, d'Isabelle Peloux sur la coopération et l'école Freinet, l'expérience de notre ami ici, etc. On s'est rendu compte qu'on pouvait peut-être enseigner de façon différente, être plus accompagner l'enfant dans la joie d'apprendre, dans le désir d'apprendre, et essayer de ne pas être obnubilé par cette sacro-sainte évaluation et remplissage de cerveau, que la pratique des arts était quelque chose d'important et qu'elle était assez absente dans le système scolaire. J'ai moi-même fait partie du Haut Conseil pour l'éducation artistique, et même là, se posait toujours cette sacro-sainte question de l'évaluation. C'est Labaruc qui dit qu'en France, si on évaluait l'apprentissage du langage comme on évalue les mathématiques, tout le monde serait bègue. Donc c'était pour nous vraiment une question cruciale. La pratique des arts, le rapport à la nature, parce qu'on se rend compte aussi d'une obsession du virtuel. Enfin, toutes ces choses-là ont été un peu les fondements de notre réflexion pour faire une école, et on a eu la chance de rencontrer une équipe pédagogique qui a bien voulu jouer le jeu avec nous, et c'est pour ça qu'on a créé l'école du domaine du possible. Et la question qu'on s'est dit, c'est que c'est pas, on ne fait que poser des questions, nous on ne sait pas, on se lance dans l'aventure et on fait en faisant. Mais la chance que nous avons en étant éditeurs, c'est que du coup, les questions que nous posons en faisant, eh bien, on peut les partager à travers les livres et peut-être essayer d'éveiller des envies. Et l'autre chose, et puis j'en termine là, qui nous rassemble avec Thierry, avec
et Jean de Colibri, et Pierre Rabhi que nous publions, et Cyril Dion, etc., c'est qu'il nous paraît vraiment important dans cette société aujourd'hui de ne pas être en posture uniquement de râler, d'attendre de l'autre que les solutions viennent, mais de faire soi-même. Et donc on s'est dit, bon voilà, on a eu un enfant très malheureux à l'école, il n'est pas le seul, loin d'être le seul, plutôt que de râler et de dire ça va pas, eh bien faisons. Alors, où est-ce que vous en êtes maintenant de la construction de cette école? Parce qu'il faut aussi bâtir, il faut trouver un lieu, il faut trouver des enseignants. Donc l'idée c'était que ce soit une école qui soit tout sauf virtuelle. Donc, parce que je ne pense pas que les apprentissages puissent se faire de manière très intéressante dans la virtualité. Les enfants doivent se confronter au réel. Donc l'idée aussi c'était de confronter à la vie. Donc la terre c'est plutôt favorable. On a eu des gros problèmes pour installer une école à la campagne. On a dit mais une école ça se fait dans la ville. Alors il fallait se battre avec les commissions, le champ, des paysans, la mission de l'agriculture, parce que faire une école à la campagne, on ne s'en rendait pas compte, c'est stupide. Et puis aussi, on a voulu faire une école locale, donc on est à Arles, il y a des chevaux, il y a des taureaux, ben on a dit on fait une école au milieu des chevaux et des taureaux, y compris tout. Disons donc ça va être une ferme, il y a 120 hectares qui ont été donnés à l'école, que j'ai donné à l'école et qui va servir de lieu pour ça. Mais le lieu, il y a un lieu à la campagne, il y a un lieu à la ville, c'est à 15 minutes. Et il y a aussi les éditions et tous les lieux que nous avons. Ceci fait un ensemble qui est une espèce d'écosystème qui passe aussi par l'édition, qui passe par les enfants, par les créateurs, etc. Comment, toi, tu es d'Arles, hein, oui. Je suis né à Arles. Je ne parle pas provençal. Et tu ne parles pas provençal, ni occitan. Mais comment, dans l'école, dans cette école-là, vous allez montrer finalement l'environnement proche, la culture locale, etc., de façon forte, de façon, je dirais, intelligible et compréhensible. La culture locale, c'est, disons, un lieu incarné dans un espace, c'est aussi un apprentissage de cet espace, de l'histoire de ce territoire, etc. Donc ça remonte très loin. Les enfants, quand ils commencent, tout de suite, on commence à les situer dans le temps et dans l'espace, etc. Enfin, on leur explique, on les accompagne dans la découverte de cette réalité. Voilà, donc c'est évidemment ce qui est important pour nous au point de vue linguistique, et on a fait des choix différents. Je ne suis pas fier de ne pas parler provençal, mais quand j'étais petit et que je me suis dit je veux apprendre le provençal, j'ai été confronté à des gens qui m'ont paru complètement des dinosaures et avec des bouquins qui étaient illisibles et incompréhensibles. Donc du coup, je me suis dit éloigné de ce truc-là, mais non, c'est pas pour moi. Je suis désolé, hein, mais dans l'école que nous faisons, si vous voulez, au niveau du cerveau, disons, Jean-Marie Liédot à l'Institut Pasteur nous a expliqué longuement que effectivement les enfants ont une proportion de neurones phénoménale et que dès tout petits, ils commencent déjà à acquérir les connaissances. Et cette acquisition du langage, par exemple, se fait sans professeur et sans pédagogie, mais en même temps, elle est aussi liée à ce qu'ils entendent. Donc s'ils entendent parler français, ils apprennent le français. Si, comme nous voulons le faire, ils entendent parler anglais et allemand, ils apprendront aussi bien le français, l'anglais et l'allemand. Parce que ce qu'explique Jean-Marie Liédot, c'est que les enfants créent des circuits, mais en même temps éliminent une quantité de neurones qui ne leur servent à rien. Mais si on fait fonctionner les neurones, ils les font fonctionner. Et donc ils sont capables de devenir bilingues en provençal, si on leur parle provençal ou occitan, mais ils peuvent aussi apprendre l'anglais et l'allemand. Disons, il y a peut-être une fonctionnalité dans ces deux langues on peut juger que c'est supérieur au provençal, j'en suis pas certain. Et ce que je suis certain, c'est qu'une des choses importantes qu'on veut enseigner dans notre école, c'est l'hospitalité. Et être hospitalier, c'est avoir un territoire à soi et être fier de ce territoire pour accueillir les autres et être disponible pour eux. C'est une pédagogie qui est active et qui est nécessaire. Donc voilà. Et je pense que, si vous voulez, tout le but que nous poursuivons avec cette école aussi, c'est que ces enfants aient confiance en eux, c'est vraiment essentiel, et bâtissent eux-mêmes leur propre territoire, c'est-à-dire leur apprentissage doit se faire à travers eux. Notre expérience de l'édition, quand un auteur vient nous voir et nous présente son texte, en général nous sommes le premier lecteur, enfin en tout cas le premier lecteur, je dirais, professionnel, et on lui raconte ce qu'il a réellement écrit, parce que si on l'écoute avant, il va nous dire ce qu'il a voulu écrire, mais quelquefois ça ne correspond pas. Mais on n'écrit pas les livres à leur place, on leur dit ça, et puis ils finissent leur livre. Comme les architectes devraient faire d'accompagner les gens dans la construction de leur maison, pas la maison de l'architecte, la maison de
le truc. Les médecins, c'est pareil. Se soigner, la thérapie, ça passe quand même par un dialogue avec le patient, avec le malade, avec la personne qui est concernée par une difficulté. Ben, je crois que et donc, il peut y avoir des soins qui soient en collaboration avec le patient. C'est quand même le principal concerné et peut-être le plus aidant dans une démarche qui ne soit pas trop lourde. L'école, c'est pareil. Pour nous, l'enseignant est en quelque sorte quelqu'un qui va aider un enfant à se mettre au monde, à apprendre à vivre. Voilà. Et il n'y a pas de... C'est un peu l'idée de notre école. Donc vous êtes en fait aussi des éducateurs d'auteurs, en quelque sorte. Éducateurs. Oui, merci. Non mais c'est sans prétention, je dirais. Je dirais d'une certaine manière, c'est une leçon d'humilité, parce qu'effectivement, les auteurs ont des compétences, des connaissances, etc. Disons, il y a tout un univers qui débarque chez nous, mais néanmoins, dans l'écriture, dans la présentation, dans l'accomplissement de cet acte final qui consiste. pour les enfants. C'est pareil. C'est ça. Et c'est pareil pour les auteurs, quand à la première lecture d'un manuscrit, on dit non, attends, non, ça va pas, ce que tu as fait, c'est vraiment pas mauvais, pas bon du tout. Alors, maintenant je me tourne vers un dinosaure. Non. Est-ce que... Avec un peu d'ADN, ils en ont reconstitué un. Voilà, c'est ça. Non, j'ai vraiment pas l'impression que derrière les calendretas, on soit sur l'extinction d'une langue. Au contraire, c'est l'inverse. Jean-Louis, raconte-nous un petit peu l'histoire, cette belle aventure des calendretas. Pourquoi? Et puis, derrière, quel objectif pédagogique et où est-ce qu'on en est dans ce beau réseau? D'abord, merci de nous avoir conviés pour participer en bonne compagnie à ce débat sous le signe du film Demain. Et c'est amusant parce que à la fin du film, Demain, c'est l'école. Et on s'est dit, est-ce qu'elle en reste? Alors c'est vrai que nous, pour changer le monde, on le fait on a trouvé notre point d'appui, c'est les écoles. Et donc on est complètement dans le senti de ce qu'il y a eu dans ce film et aussi de cette collection. Et on vient de faire le congrès Calandrette, on ne fait qu'à de 12 ans, on fait le congrès Calandrette, on l'a fait à Quillan, on était presque 600 personnes quand même, entre enseignants et associatifs. Et quelqu'un faisait une remarque, il disait le congrès Calandrette, c'est la nuit debout qui a trouvé une direction. J'ai trouvé que c'était pas mal et que ça allait un peu dans le sens de ce film et de ce débat. Et puis aussi, je vais présenter Calandrette, mais bon, rebondir aussi sur le livre, puisque c'est aussi un peu le jeu, et puis c'est intéressant, parce que le livre est très intéressant. Quand même, le papette, quand même résiste, un type, quand même, il en sort encore. Et donc, une phrase qui me fait un peu la planche d'appel, là, qui dit on avance à partir d'une passion créatrice, et toute innovation transformatrice est d'abord une déviance. Et Sverai che per Calandrette, c'était une déviance. Parce qu'il y a 35 ans, en 79, commençait à faire des écoles immersives, laïques, occitanes. C'était pas une évidence totale. Quand on regardait dans le rétroviseur, il n'y avait rien pour l'enseignement de l'occitan. C'est pour ça que quand les collègues me disent « mais ça s'est jamais fait », j'ai dit « de toute façon, derrière, il n'y a rien. Donc il faut avancer ». Les calendrettes... Je peux en témoigner. Exactement. Et oui, vous l'avez dit de façon cruelle mais juste. Et là, souvent la réalité est cruelle, elle nous le sera terrible à la fin, mais bon, c'est comme ça. Et donc, Calandrette représente à Lourdes, on a 62 écoles, il y en aura un peu plus à la rentrée, 3 collèges, 3700 pichous. Bon, c'est à la fois une grosse petite chose. Avec 4 piliers, pour présenter brièvement, 4 piliers de Calandrette qui sont l'immersive, c'est-à-dire c'est l'immersion pédagogique occitane, et ça c'est très important,
comme on disait tout à l'heure, comme il était dit. Les capacités cognitives de l'enfant sont énormes, surtout dans le jeune temps. C'est pour ça que nous on scolarise le plus tôt possible. Et c'est un énorme cadeau qui est fait aux enfants d'être scolarisés de façon précoce et immersive, bilingue. Ça change le cerveau. Hein, l'ère de Broca, c'est-à-dire l'ère des langues, elle est différente quand on est bilingue précoce. Ça change la façon de percevoir les choses, les codes. Hein, tout est code dans la vie. Et de suite, ils apprennent qu'il y a une cause et il y a des biais différents de la dire. C'est un livre, une librairie. On décolle la chose et la nomination, c'est très important, psychologiquement, ça aide un peu dans la vie. Il y en a qui restent plantés là. C'est comme à l'électricité, ils collent. Et donc ça c'est très important. Immersio, en plus c'est un projet radical. Hein, on parle, pourquoi l'immersion? Une langue, il y a 3 fonctions. On dit elle est enseignée, elle est enseignante et puis elle est d'usage. Dans la réalité, il est au contraire. Elle est d'abord d'usage, le péquélé, il apprend. Puis deuxièmement, on lui apprend dans la langue, elle est enseignante. On lui dit, mais fit tout que se passe à crame, à cause d'une grotte, tu vois, ça c'est un verbe, on lui apprend. Et puis ensuite, une fois qu'il sait la langue, on lui apprend qu'il existe des choses comme le verbe, la concordance des temps. On peut passer des millénaires, il y a des millions de gens qui ont passé leur vie en parlant très bien les langues, en faisant de remarquables concordances des temps, en ignorant la règle. Donc ça c'est très important que l'immersion se fasse pour compenser le déficit linguistique de l'occitan dans une société. On a une langue qui est en régime d'interdit. Hein, les langues régionales en France sont interdites d'usage administratif, juridique, commercial si elles ne sont pas accompagnées du français. On nous a même il n'y a pas longtemps un préfet qui nous a refait retirer une cuvée de vin parce que l'étiquette était en oncle. Il a dit je le veux bilingue. Voilà. Donc l'immersion est aussi une autre chose qui est importante. Ils apprennent à lire en oncle. Pourquoi? Parce qu'on apprend à lire qu'une fois. Une fois qu'on sait lire, on sait tout lire. Il suffit d'apprendre le code. Et comme on est quand on est francophone, moi j'ai jamais vu mes enfants apprendre à lire en français, je les ai vus apprendre, et plus ou moins facilement, à écrire, à lire en oncle. Mais dès que c'est fait, le transcodage se fait. Donc premier point, l'immersion. Deuxième point, comme on a fait des écoles, bon, c'est celle les Mafre, on s'est décarcassé pour le faire, c'est associatif, c'est gratuit, c'est laïque bien sûr. Donc tant que faire des écoles, autant qu'elles nous soient, qu'on les trouve pas trop couillonnes, quoi. Hein, autant qu'elles soient un peu intelligentes. Et il se trouve qu'il y a une tradition de recherche pédagogique en Pays d'Oc, qui existe depuis longtemps, donc tout le 19e siècle, et aussi au 20e avec Freinet. Et donc on s'est lié avec ça, et surtout qu'à Béziers, où a démarré une des premières calandrettes, il y avait une régente qui a laissé tomber son boulot pour lancer Calandrette. Et Calandrette est structurée sur la pédagogie Freinet, qui est une pédagogie coopérative. Bon, on en parlera plus en détail, là je fais une présentation, mais si je peux, chaque chapitre, on fait des congrès hein, sur chaque chapitre, alors vous voyez, on peut en dire. Et donc, c'est très important, c'est sur l'envie de l'enfant, sur la classe coopérative. Hein, l'enfant, il est en groupe, l'humain, hein, l'homo, est venu sapiens sapiens en coopération. Hein. Et ça, c'est très très important. La coopération, on n'est pas dans la compétition, on est dans une autre technique. On a plein de... Bon, on a continué sur Freinet, on continue aussi en pédagogie institutionnelle, avec toutes les caractéristiques qu'il y a. Il y a les lois dans les classes, les enfants ils apprennent de suite, dès qu'ils sont petits, à faire des lois, à voter des lois, élire un président, faire des conseils. Quand il y a des critiques, la personne a le droit d'être défendue. Enfin, ils apprennent un peu d'être dans la société quand même. Autre caractéristique, bon il y en a beaucoup, mais par exemple nous, depuis le début, on fonctionne sans notes. Ce sont des ceintures. C'est un peu comme au judo. On prend une ceinture. Et on trouve ça beaucoup plus pertinent. La note est bizarre parce que tu peux être à la cime, puis dans les abîmes, que mystérieux.
Dans les ceintures, il y a des barrettes et puis c'est des grades. Et quand on arrive, par exemple, quelqu'un qui est ceinture marron en judo, s'il cague une prise, on ne lui dit pas on te déclasse. Il dit tu as raté. Voilà, et tu vas recommencer, c'est comme ça. La question de la valoration, c'est très important. L'autre disait en occitan, la valoration est une valorisation. Et c'est plus facile, c'est mieux qu'en français parce qu'il y a valou dans les deux cas. A valoratio, je vais faire le pédant, ça vient du latin, ab, extraire, valou, la valeur. C'est sortir la valeur. Donc il ne faut pas aller sur le négatif, il faut toujours aller sur le positif. Quand on fait de la valorisation. Donc, bon, pédagogie freinée. Troisième point, dans nos écoles, il y a un grand principe qui est associat per fare scuola. C'est-à-dire que les écoles sont portées par des associations et de parents qui deviennent associatifs. Je suis un bénévole, associatif chenu, mais un vrai associatif. Voilà, et donc les parents apprennent, d'ailleurs, parce que parent, on peut l'être par inadvertance, et puis à l'école, on apprend à être parent, et nous, on fait associatif. Et donc, on peut parler de l'école sans parler uniquement de son enfant. C'est un apprentissage, ça. Voilà. Et ça se fait beaucoup. Et nous, par contre, les écoles sont faites, elles sont portées juridiquement par l'association, qui est faite d'associatifs, donc de parents. Et donc nous, on est en co-gestion même du projet pédagogique. Le projet pédagogique est géré par les enseignants et les associatifs. Mais ce n'est pas uniquement que les associatifs s'occupent du papier crépon, du cagadou, etc. Non, on est ensemble, mais on ne prend pas la place. On est chacun à sa place. On peut co-gérer quelque chose en ayant chacun sa fonction. Ça s'apprend, parce qu'il y a beaucoup de parents qui ont besoin d'apprendre. Et des tendances de vouloir faire la classe à la place de l'enseignant à coexister. Donc ça, c'est le troisième pilier. Puis en plus, bon, nous, avec des écoles qui défendent une langue, la langue d'une culture. Donc les écoles, comme on a en plus une culture qui est en difficulté, vraiment, mais en même temps, ça donne un appui, un atout. Donc chaque école doit être un foyer culturel, doit porter une culture. Donc, doit avoir une activité culturelle pour porter cette culture. Et donc, ça, c'est des choses qui nous semblent très importantes. Je pourrais répondre à des questions si tu veux, mais juste rebondir sur un ou deux petits trucs que j'ai vus dans le livre de Morin, qui dit que le bien-être occidental s'identifie beaucoup à l'avoir, alors qu'il y a une opposition entre être et avoir. Et Alran le disait souvent, mais c'est vrai qu'en occitan, c'est le verbe être qui est l'auxiliaire pour être. On dit sui estat. Et ce n'est pas j'ai été, c'est pas l'avoir de l'être. C'est donc c'est une langue qui est de l'être plutôt que de l'avoir. Et donc, bon, ça rebondit un peu avec ce qui est dit là-dedans. Et puis, il y a donc, depuis le XIIIe siècle, c'est l'ugai sabé, le savoir joyeux, quand même, et que le premier traité de grammaire occitan, et même occidental pratiquement, qui s'appelle la Zlei d'amour, pour nommer un traité de grammaire, dire c'est les lois d'amour, puisque c'est les lois qui régissent la langue de l'amour. C'est pas mal. Et une autre chose, c'est qu'en occitan, pour dire la causalité, on dit per amour. Voilà, pour dire la causalité, pour dire parce que, on va dire per amour. C'est pas mal. Bon, voilà, donc il y a des kéfailles, il y a des kédires. Merci. Est-ce que il y a un point que je trouve extrêmement intéressant, c'est la façon dont vous organisez à l'intérieur de l'école la discussion, l'institution, ce que tu appelles la pédagogie institutionnelle, au travers de quelques méthodes pédagogiques, de rencontres, de lieux d'échange et de réflexion qui finalement, si j'ai bien compris, permettent déjà un début de citoyenneté ou l'apprentissage de la citoyenneté et du vivre ensemble. Comment ça s'établit? C'est assez étonnant, je trouve, par rapport à notre école
traditionnel sur lequel, qui est quand même extrêmement pyramidal, c'est-à-dire qui est en fait le reflet d'une France aussi pyramidale depuis maintenant 2 siècles. C'est une partie, ça c'est très important et ça fait partie, c'est une partie de l'immense chantier pédagogique qu'on est. Par exemple, on va enseigner les langues avec famille des langues. Quand ils sont tout petits, on fait musique des langues. Ils entendent des langues de familles différentes, des langues slaves, etc. Donc on a un énorme chantier pédagogique qui est très passionnant. Et là-dessus, sur la régulation de la classe, bon, il y a Luque les noms, ou Mati, on va partir de ceux qu'ils amènent de neuf, les enfants, mais surtout il y a des institutions. Par exemple, il y a le conseil. Dans la classe, il y a le conseil qui se fait chaque semaine, qui est l'instance c'est le parlement de la classe. Dès qu'ils sont un peu grands, à partir du CP, CE1, c'est fait, dès qu'ils sont un peu grands, ils élisent un président et un secrétaire. Et c'est très compliqué pour eux, parce que, et pendant le conseil, le maître demande la parole au président. Voilà, ils apprennent et ils font les lois de la classe. C'est important, les lois de la classe, c'est là aussi qu'ils régulent les critiques. Un jour, mon pichou, il me dit, il me disait en occitan, il me dit, il y en a un, il m'a foutu un pet là et tout ça, et il dit, alors des casse-failles. Il me dit, je lui réserve une critique au conseil. Ouais, j'ai trouvé qu'il avait 8 ans, et je trouvais qu'il avait quand même beaucoup appris sur les choses de la vie en société, quand même. Parce que, pour ce qu'il me dit, le cop que vient, je vais lui en foutre une. Non, mais il a dit, je lui réserve une critique au conseil. Et donc, le conseil, c'était une instance très importante où ils apprennent et ils font des lois, alors qu'ils sont à leur niveau. Mais ça peut être des lois qui aussi ont une influence sur la famille. Par exemple, ils peuvent voter que, nous les arrivates, ils peuvent voter que, par exemple, le goûter ne sera plus collectif. Donc, c'est chaque famille qui le fait. Ou il sera collectif. Alors, tu le fais une fois, tous les 20 jours, enfin, etc. Enfin, il y a toute une régulation qui se fait de la classe, il y a des institutions, on est tout le temps dans des institutions, des lois, il y a les lois de la classe, on définit en conseil les métiers de chacun a son métier. C'est là aussi où se fait la régulation des multes, parce qu'ils ont des amendes, ils ont aussi il y a tout un système qui prépare au marché, le mercat, parce qu'il faut introduire l'argent et trouver la régulation de l'argent, alors c'est avec le mercat. Enfin, il y a un chantier énorme. Et c'est vrai qu'ils apprennent la citoyenneté depuis tout petit. Ce qui fait que souvent, parce que hélas, on n'a pas assez de secondaire, quand ils passent dans le secondaire, ils deviennent souvent responsables délégués de classe. On a remarqué que c'est une grosse tendance. Et ça leur fait drôle, sans doute, d'arriver ensuite dans l'école de la République. La dernière, je peux vous dire, elle est arrivée en seconde. Elle arrive le soir, elle me dit, papa, c'est le premier cop de ma vie qu'on m'a traité comme une merdouze. Pas besoin de traduire. Voilà. Elle était interne au collège, donc elle y était quand même interne. Donc il passait du temps. Voilà. Et par contre, au lycée, c'est des emplois de temps bizarres avec des trous. Ils ont beaucoup de trous. Et donc ils sont là, ils passent du temps, mais sans passer du temps, parce qu'ils vont beaucoup dehors. Elle me dit, al collège on passava mai de temps, mais al lycée, il y a même des thèmes, mais c'est de merde. Hein. Donc c'est vrai qu'ils ont des différences, ils ont des fois des souffrances, ils s'y adaptent, parce que c'est des écoles qu'ils ont faites où on leur apprend à s'adapter, à être autonomes. Sur la question des devoirs, sur la question des notes. Les notes, c'est très important, puisqu'ils sont en co-gestion avec l'enseignant sur les notes. Ils demandent à passer les barrettes pour avoir les ceintures. Et c'est toujours dans le même système de la valorisation. Hein. Par rapport à l'erreur, il le dit aussi dans un moment, l'erreur, de sous-estimer l'erreur, Edgar Morin. Et il a tout à fait raison. Hein. C'est avec l'erreur qu'on apprend. C'est à force de rater 10 000 fois la prise que le judoka, il arrive à la faire bien. Mais donc il faut s'autoriser ça. On va confondre l'erreur et la faute. Dans l'éducation nationale, on confond beaucoup l'erreur et la faute. Alors, un autre, quand on dit une DEC, c'est équivalent un peu de coquille, si tu veux, par l'impression. C'est une DEC. Une DEC, c'est pas une faute. La faute, qu'est-ce que vous pécate?
Mais a dit une deck, soit une deck. Donc voilà, tu as fait deux qui c'est pas juste, c'est des trois viols, une deck. Voilà, merci. En tout cas, c'est une belle réussite parce que tu me disais qu'il y a une énorme demande, que vous n'arriviez pas à remplir cette demande et que tu me disais qu'en fait maintenant, les jeunes femmes, une fois que le test de grossesse est positif, se précipitent ensuite déjà le lendemain. Oui. Non, mais c'est vrai qu'on a des endroits, on a une énorme demande, on n'arrive pas à faire face. Mais je voudrais juste rajouter un autre point, parce qu'il a dit quand même, le collègue. Il dit le problème, c'est d'éduquer les éducateurs. Et Speraco, on a fait un centre de formation, un équivalent UFM. Et alors, comme on est occitan, mais qu'on nous accuse d'être toujours dans l'enfermement, culturalo, communautaro, tout ce que tu veux, passéiste, j'ai des égentropes, et donc on l'a fait ensemble avec les Alsaciens, les Basques, les Bretons, les Catalans et les Occitans. Toutes sortes de gens qui se croisent pas le matin pour aller acheter le journal. Mais on travaille ensemble pour former des maîtres, parce que le problème, c'est de former des maîtres, et même en formant des maîtres, on voit que c'est pas bon, ça suffit pas. Pourquoi? Ce qu'on sait le mieux, c'est ce qu'on n'a pas appris. Quand on va former un enseignant, il a été formé par 20 ans de système éducatif, à mon avis, pied à douce. Je le dis en ordre, comme ça passe. Voilà. On dira piteux. Donc, quand cette personne, pendant 1 an et demi, 2 ans, et puis après on est obligé de la lâcher un peu, elle apprend. Donc ils apprennent. Mais quand il y a difficulté, c'est immédiatement retour au réflexe ancestral. C'est-à-dire au retour à tout ce que tu as appris pendant toutes tes années, qu'on t'a appris les travioles. Et donc c'est un gros problème. C'est pour ça que nous, on se batane. Les Bretons l'ont réussi, les Basques l'ont réussi. Il nous faut absolument le secondaire, le collège, on en a 3, Péquelet, encore, même 20 avance, et le lycée. Pour ensuite que l'on ait des gens qui vont rentrer en formation pour devenir enseignants, mais qui auront eu une structuration qui sera faite avec des principes différents. C'est-à-dire que le retour dans la difficulté, ils retourneront à ce qu'ils ont vécu. Et ce qu'ils auront vécu, c'est ce système. Alors, il n'est pas figé, hein. On n'est pas quand même, mais on est un chantier d'innovation pédagogique permanent. Voilà, merci à vous. Je voudrais donner la parole quelques minutes à Anne-Lise Rougallois, qui est porte-parole du mouvement Colibri, sur Colibri et l'éducation. Est-ce que tu peux... Oh, le mieux, c'est que tu viennes peut-être... Il y en a qu'à dire. Ici, voilà, c'est ça. Il y a une chaise là. Voilà. Il y a une chaise, oui, éventuellement ici, si tu peux, t'as qu'à nous accompagner ici, voilà. Je viens au tableau. Bonsoir à tous. Oui, en effet, je suis une des porte-paroles de Colibri, puisque c'est un choix qui est fait de multiplier comme ça les représentants à l'image de ce mouvement qui veut mettre en valeur des initiatives locales un petit peu partout. Et je fais aussi partie de l'équipe du film Être et devenir de Clara Bellard, qui parle de ces familles qui ne scolarisent pas leurs enfants, qui ne prônent pas la non-scolarisation, mais qui ouvrent un autre possible, qui est de faire confiance à l'enthousiasme et à la capacité innée d'apprendre. Et j'ai envie de témoigner du fait que le fait d'avoir cette double casquette m'a permis d'accéder plus profondément à ce qui est commun à notre humanité, ce qui est universel à notre humanité, et de toucher davantage cet esprit du colibri, justement, dans le faire sa part et faire sa juste part. Il y a cette idée que on peut faire confiance à chacun a un talent en fait, et on est en cheminement tous pour trouver ce talent. Et on a des années de conditionnement qui nous font douter ou croire qu'on n'a pas de valeur, sauf le jour où on accède à un certain poste, où on a, je sais pas, une reconnaissance extérieure. Et toute la démarche, j'ai envie de dire, de Colibri, c'est vraiment de relier les personnes dans le but de leur faire prendre confiance et conscience dans leur talent, dans leur trésor,
et qu'ils ont cette pépite et cette goutte unique qu'ils vont pouvoir trouver au fil de leur chemin. J'ai envie de rebondir sur l'image du vase à remplir ou du brasier plutôt à embraser. Ce que je vois aujourd'hui à la croisée de ces deux chemins, colibri, être et devenir, c'est que l'enfant, il est plutôt comme un brasier déjà ardent qu'on doit entretenir ou plutôt soutenir en fait, et qu'il a tout ce qu'il faut, il sait exactement ce dont il a besoin, et qu'il a cette écologie fragile que l'on se doit en tant qu'adulte de respecter, de soutenir. Donc il ne s'agit pas, en effet, c'est vraiment un changement de regard, un changement de posture qui est en train de se passer dans pas mal d'initiatives. Il y a beaucoup d'écoles qu'on appelle les écoles dynamiques. Et je crois que l'école du domaine du possible est un peu de cet esprit-là de l'enseignant n'est pas en train d'apporter des choses qu'il sait et que l'enfant ne sait pas. C'est plus il va soutenir les élans spontanés et la créativité naturelle de l'enfant dans tous les domaines. Donc il y a vraiment cette notion-là qui est très présente. Et j'ai envie de dire qu'après, une fois qu'on a dit ça, ça peut se traduire par plein de formes possibles. Ça peut passer par la création d'une école telle que celle d'Isabelle Peloux aux Amanins, donc dans la Drôme, dans le centre agroécologique, l'école du colibri, qui est basée sur la coopération, avec de la médiation à la paix, avec de la philosophie, et puis donc cette pédagogie institutionnelle qui vise à inviter les enfants à travailler ensemble, parce que chacun a son morceau de puzzle, et qu'on peut avoir plusieurs regards, plusieurs points de vue sur les choses, et que chaque point de vue est valable. Donc ça, c'est une première forme. Pour la petite histoire, ou plutôt l'anecdote, enfin le point assez fort, le poste d'enseignante d'Isabelle Peloux est pris en charge par l'Éducation nationale depuis la rentrée 2015, après quelques mois de demandes intenses. Il y a même une pétition qui a circulé. Et ça, c'est un signe très fort que les choses sont quand même en train de bouger. Donc des étincelles de changement, il y en a partout. La clé, c'est la reliance entre ces mouvements-là pour vraiment donner confiance. Qu'on est nombreux à vouloir incarner cette autre posture vis-à-vis de cette richesse de l'enfant. Et voilà, donc les choses se rejoignent entre enfants et adultes, entre colibri et cette posture. Merci Lise. Une réaction peut-être sur ce qu'a dit Lise, et puis également aussi Jean-Louis. Je suis en phase avec ce que vous avez dit, Isabelle Peloux. Elle vient nous voir à l'école, etc. Cette année, on avait 30 enfants, 31. Et il y avait plusieurs niveaux de classe. Et effectivement, pour nous, les langues, c'est vraiment important. Donc, on a fait tout un travail, si vous voulez, d'immersion avec l'anglais et l'allemand. On avait 3 jeunes filles allemandes et on avait 2 Australiens qui étaient là et qui ont travaillé toute l'année, qui déjeunaient avec les enfants, qui en parlaient dans leur langue, qui allaient faire le potager avec les enfants dans leur langue, qui bricolaient ou montaient à cheval, etc. Donc c'est une chose qui est importante, et on est en contact avec Heinz Liesmann sur justement l'idée d'enseigner les langues. C'est-à-dire que si on pratique avec les enfants comme ça une immersion linguistique, que ce soit le provençal ou l'allemand, c'est d'une certaine manière la même chose, parce que je dirais d'une certaine manière en Provence, on rencontre plus souvent des gens qui parlent allemand que des gens qui parlent provençal. Je ne veux pas enfoncer le clou méchamment, mais c'est dommage. Et je le dis avec conviction, c'est vraiment malheureux. Mais enfin bon, l'histoire de France, on ne va pas la réécrire. Et c'est vrai qu'il y a eu là une déperdition grave, mais... Alors, non, mais je rejoins votre préoccupation, parce que justement le travail que vous faites avec les Bretons, les Alsaciens, etc., et les Basques, ça nous paraît vraiment... Parce que honnêtement, on est à Liesmann, justement, nous expliquer qu'on nous trouve une méthode à partir de la 6e pour enseigner les langues. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a été en immersion avec 3 langues de manière de tout petit, on peut à ce moment-là se poser la question de comment, disons, de pénétrer dans les mécaniques des langues qui sont différentes, etc. Donc trouver un champ d'enseignement, enfin disons d'apprentissage sur les langues. Mais disons, on pourrait se retrouver là-dessus, parce que bon, que ce soit le basque ou le... On s'en fout, c'est une gymnastique, c'est un enrichissement pour les enfants que de s'approprier comme ça des langues différentes. Voilà, on va passer à quelques questions. Il y a quelqu'un là qui est
il peut en même temps répondre là-dessus. D'accord. D'accord, ok, très bien. Pardon, comme on enregistre, peut-être si... Venez al micro, vai. Voilà, vous pouvez peut-être venir ici voilà, pour prendre le micro. Voilà, merci. On vous entend bien, mais c'est pour l'enregistrement. On s'en fout, mais pas tout à fait, parce que c'est vrai que, comme vous le disiez, c'est un souci que vous portiez beaucoup, que le maintien des langues qui sont en train de mourir. C'est vrai que si on n'apprend que des langues majoritaires et écrasantes, Marco mal vers la langue. Nous, on pense que l'important, c'est le plurilinguisme. Et justement, on est plutôt dans un champ où on est dans le respect des autres, c'est-à-dire qu'on va plutôt donner des clés aux personnes pour entrer dans la compréhension de l'autre, quelle que soit la langue qu'il porte, plutôt que de trouver toujours une langue intermédiaire dans laquelle on ne va pas pouvoir donner toute la finesse de la pensée qu'on veut transmettre. Et donc du coup, on pense que c'est important pour ça de d'abord transmettre aux enfants les langues des lieux où ils se trouvent, quelles qu'elles soient, même si elles ne sont pas majoritaires, peut-être même surtout si elles ne sont pas majoritaires. Parce que si on commence par des langues majoritaires ou écrasantes, on n'a pas envie de s'embêter, parce que bon, on fait comme on est fait, on peut faire un peu moins d'efforts. Par contre, quand on a une langue minoritaire, on est forcé d'être plurilingue, parce que forcément, les autres ne vont pas forcément nous comprendre, on est obligé de s'ouvrir aux autres. Et on pense que c'est important d'ouvrir à l'altérité très jeune et de commencer justement par des langues qui sont peu parlées. Alors après, en fonction du territoire et de l'histoire de notre territoire, on s'ancre dans l'endroit où on est parce que c'est aussi des clés de compréhension de ce territoire. Par exemple, le provençal, moi je parlerai plutôt d'occitan, mais puisque c'est vrai que c'est une langue un petit peu fédérale, comme l'allemand, hein, où vous avez plusieurs variantes, on dit plutôt allemand que bavarois. Oui, c'est vrai que les langues, ça s'invente, je veux dire, Dante invente l'italien, parce qu'il n'existait pas, il y avait des langues en Italie, et pas l'italien, il a inventé l'italien à partir du toscan et à partir de sa propre intelligence de communiquer, son talent de poète, etc. C'est un peu ce que Mistral a voulu faire, hein, d'une certaine manière, sauf que c'était plus tard, et peut-être trop tard, j'en sais rien. Non, Dante s'est beaucoup inspiré des troubadours, justement, parce qu'il était en grande admiration, ça ne pouvait pas sans savoir que mais ils ne sont pas contemporains, Dante et Mistral. Non, je parle d'un troubadour qui s'appelle Arnaud Daniel. Arnaud Daniel, qui a écrit la Sextine, et devant lequel Dante était en admiration, puisqu'il avait créé pour lui le summum et la pierre précieuse de la poésie. Et il avait commencé d'ailleurs, a priori, la Divine Comédie en occitan. Et c'est le bon conseiller, je pense, qui lui dit ben non, n'écris pas dans une langue qui à l'époque était écrasante, mais écris plutôt dans ta langue, la langue de ton pays, la langue qui était minoritaire à l'époque, et faisant une langue de partage, parce que ta langue, elle a quelque chose à dire à l'humanité, et finalement l'italien, on s'est bien aperçu qu'il avait quelque chose à dire à l'humanité. Sur les langues, juste un petit mot pour dire qu'on a plusieurs programmes qui s'appellent musique des langues, c'est-à-dire que quand ils sont tout petits, on leur fait entendre des musiques de langues différentes, puisqu'on ne fait pas de l'enseignement, mais donc on fait avec des langues slaves. Et la musique des langues va y avoir familles des langues. Et nous, par exemple, on essaie de faire l'enseignement, ils sont bilingues de langue latine, ils ont des compétences passives entre 70 et 80% dans toutes les langues latines, même qui n'ont pas appris. Compétences passives, ça veut dire capable de comprendre ou de lire. Après, actif, il faut parler. C'est ce qui compte d'autre, c'est plus compliqué. Mais donc on travaille là-dessus, on voudrait, mais c'est pas possible juridiquement en France, faire un enseignement sur des langues, un enseignement conjoint des langues latines, par exemple. On nous a tout dit que c'était des univers séparés, on t'apprend les faux amis avec l'espagnol, mais il y a plus de vrais amis. Voilà. Hein, mais l'Empire, les deux empires ont mis une barrière, ils ont dit il y a des ennemis, il y a des faux amis, etc. Alors que Louvezin, quelqu'un qui parle occitan, c'est pétasse quand même, dit pas mal les langues latines. Hein, parce qu'en plus, nous, on a la langue clé. C'est comme l'arc. Hein, nous, on est à Arles, c'est encore plus à l'endroit qui est la clé de la clé, la clé de voûte. Et à la clé de voûte de l'arc latin, il y a une vide. C'est le vide d'Oc. C'est sauvage, c'est couillon. Mais en fait, nous, on y est. Donc, on essaie, on travaille sur cet apprentissage conjoint des langues latines et puis aller aussi avec
la latinité, l'allemand et la latinité, ça a beaucoup à voir. Et essayer de travailler là-dessus. On manque de moyens pour faire vraiment le travail qu'on voudrait faire là-dessus. Mais là-dessus, on peut se retrouver. Et c'est surtout en ouverture. Nous, comme nous disions le collègue, quand tu parles en occitan, tu es toujours bilingue. Alors on te dit tu es fermé. Je veux bien, mais c'est que des monologues qui te disent que tu es fermé. Alors moi je veux bien, il me faut rire. Voilà. Donc ouvre-toi à toi d'abord et puis commence. Voilà. Après nous, sur la question des langues et de l'utilité, c'est terrible. Mais l'utilité, vous savez, la diversité culturelle, on ne divise pas la défense de la diversité culturelle. On ne peut pas dire on va défendre les gros et crever les petits. Parce qu'il y en a qui sont très bons pour faire ça. Il y en a, c'est leur credo et ils le font. Non, il faut défendre la totalité de la diversité culturelle. Et pour ce qui était dit tout à l'heure sur les langues et la vieillesse. Hier, on parlait avec mes collègues, il me disait que le basque, c'est la langue la plus jeune d'Europe. Parce qu'il y a peu de locuteurs vieux, Maurice, il y a un grand trou au milieu, et même en Pays basque français, on a 52% des enfants qui sont scolarisés bilingues. On ne le sait pas ça. 54%, parce que ça ne coûte rien de scolariser bilingue. Puisque un enseignant de calendrette, il ne gagne pas un copec de plus que s'il était monolingue. Vous dites que les écoles sont gratuites. Comment vous faites pour financer les profs et tout ça? On se bat, d'abord on est contractualisé, Ah, vous êtes contractualisé. et puis on demande des sous aux collectivités. Mais il faut 5 ans, non, pour être sous contrat. Nous, Oui, il on va faut attendre 5 5 ans, mais on a 35 ans, donc ça va. Oui, mais si une nouvelle école se crée, elle est automatiquement sous contrat. Ah non, si, elle est sous contrat, je vais vous dire. Au Pays basque, elle est sous contrat. D'accord? Au Pays basque, ils ouvrent les écoles, elles sont sous contrat immédiatement. Les écoles basques. Voilà. Les autres souffrent. Voilà. Mais les autres sont civils, ils ne font que des demandes avec le béret, comme ça. Et on nous dit 5 ans. Ah ouais, Même plus. Donc voilà, mais par contre, on se bat avec les collectivités, on leur dit ta responsabilité, c'est ton patrimoine vivant. C'est la langue de ce pays. Donc si tu te carcagnes pas un peu, on est en grand malheur d'ailleurs en Provence actuellement. C'était pas très joyeux avec vos ailes, mais c'est aggravé maintenant. Voilà. Et parce que justement Moselle, il était sur un côté passéiste par rapport à la langue. Et il était allié au plus rétrograde de ça. Et donc c'était une grave douleur. Enfin, tout ça pour dire que l'appui sur la langue, c'est l'appui de l'invention et de l'imagination. Et dans l'imagination pour aller enseigner les autres langues. Parce que nous, Bessif, comme ils disent dans une autre langue qui est très répandue, on est obligé de se carcagner. Voilà, merci. Monsieur, vous aviez une question? Oui, je voudrais interroger chacun d'entre vous sur une question qui me paraît d'importance. C'est, vous le savez, depuis Bourdieu, nous savons que l'école reproduit les inégalités et les renforce, les inégalités sociales. Je pense que vous avez évoqué des aspects de pédagogie qui me ravissent d'une façon ou d'une autre. Certains sont déjà dans l'éducation nationale. Il n'y a pas forcément opposition, il y a sûrement opposition de pratique, ça c'est sûr. Et il y a des institutions qui favorisent les pratiques et d'autres non. Ça c'est vrai aussi. Vous faites ça avec la main, bien sûr. Vous avez compris. C'est tout à fait, vous avez raison. Mais moi, la question quand même la plus importante, c'est est-ce que les enseignements alternatifs ne favorisent pas une aristocratie? C'est ça la question fondamentale. À mon avis, c'est la question fondamentale parce que c'est ce qui est socialement le plus coûteux. Faire des gens qui quittent le système scolaire. Vous savez, il faut toujours se poser la question des absents. Qui est absent dans les lycées d'enseignement général? Qui est absent dans les universités? Il y a des classes sociales qui sont éliminées. Ils sont éliminés par le biais des lycées techniques, des lycées professionnels. Vous voyez, quand j'entends, nous on monte un collège, on monte un lycée, oui, est-ce que c'est un lycée professionnel? Ah, ça c'est autre chose. Parce que ça, c'est les rejetés de l'éducation. Et donc j'aimerais que chacun d'entre vous me dise un peu comment vous abordez cette affaire, l'affaire de la reproduction des inégalités, hein, et où vous en êtes de la réparation de ce système. Merci. Alors, qui veut répondre là-dessus? Tous, tous. Elle a demandé. Oui, on commence. Voilà. Lise. Lise, pardon.
Moi, j'ai juste envie de citer la phrase de cette anthropologue Margaret Mead qui disait ne doutons jamais qu'un petit groupe de personnes déterminées et conscientes peut changer le monde. C'est d'ailleurs toujours comme ça que ça s'est produit. Les changements, ils passent toujours déjà par des expériences à petite échelle, réparties sur un territoire. Et en effet, on est dans ce stade où il y a des choses qui sont encore de l'ordre de l'expérience et qui n'ont pas atteint le plus grand nombre. J'ai envie d'inviter à la confiance en fait que ce sont des laboratoires qui petit à petit peuvent inspirer et essaimer dans un système plus large. Donc il y a les deux, il y a le fait d'attendre qu'un système change ou incarner soi-même, sans attendre un aval politique venu d'en haut, incarner soi-même le système, les valeurs auxquelles on croit. Alors, et pour parler de notre tout petit cas, puisque c'est une école qui est ouverte l'année dernière et qui va faire sa deuxième année en septembre, va commencer sa deuxième année en septembre. Néanmoins, effectivement, les enfants, ça coûte, les professeurs sont payés, etc. Donc il faut arriver à un moyen pour pouvoir faire venir des enfants. Donc on demande une collaboration aux parents de 4 000 € par an, mais les parents qui ne peuvent pas, en fonction de leurs propres moyens, on peut les aider. Donc on a créé des structures associatives qui collectent des fonds et qui permettent de payer les gens qui ne peuvent pas. Donc il n'y a pas de ségrégation. Si on veut faire une école locale, il faut prendre les gens qui sont là. Donc on les prend avec leur capacité économique ou pas. Et si vous voulez, la notion d'élitisme, je considère qu'on peut faire une école élitiste pour tous. Le question, c'est justement, si vous voulez, si on arrive à faire travailler dans les potagers, à faire l'apprentissage de comment on élève des chevaux, comment on s'occupe d'un poulain, comment on va pouvoir monter dessus, etc. Ces expériences vivantes. Donc c'est une expérience qui peut être partagée par tout le monde et le prix de revient in fine n'est pas plus élevé que ce que coûte l'éducation nationale. Donc tout le problème c'est d'arriver à bâtir une économie qui soit possible pour les parents. Mais c'est vrai que tous les parents qui mettent leurs enfants dans notre école payent des impôts, mais il existe des pays où on donne une carte de crédit qui permet de financer des écoles qui sont proposées. Donc si vous voulez, mais voilà. Et on espère que ces enfants qui seront éduqués dans la joie et dans l'envie de l'autre et de regarder l'autre, justement, après, quand ils seront adultes, ils seront soucieux, justement, de ne pas créer des inégalités sociales. Alors que vous voyez bien que dans le système de l'école de la République, malheureusement, avec la compétitivité et le système quand même assez épouvantable que nous avons en France des grandes écoles, il ne faut pas oublier que nous sommes un pays qui avons à la fois le baccalauréat, qui n'existe plus dans beaucoup de pays, sincèrement, ou presque pas, et que nous avons le système des grandes écoles, ce qui est juste stupéfiant, et bien là, on crée de l'inégalitarisme alors qu'on prétend être à l'école de la République. C'est complètement faux. On n'a pas arrêté d'entendre pour Antoine, chaque fois qu'on leur demande une attention, de dire oui, mais si on fait pour lui, comment on fera pour les autres? Et on avait juste envie de leur dire, mais justement, en faisant quelque chose de spécifique pour lui, en respectant sa singularité, vous allez apprendre aux autres, et les autres vont apprendre de ça. Donc ce que nous, on espère, c'est que ces enfants qui seront heureux de grandir et de regarder les autres, eh bien, ils travailleront aussi à une société plus juste. Jean-Louis Blénet, vous formez des aristocrates. Oui, complètement. Oui, les aristocrates, c'est ceux qui savent bien parler l'occitan, déjà c'est pas mal. Et ils ont quand même quelque chose en plus. Là, ça me fait penser à, quand on a ouvert la calandate à Millau, il y a très spéculé. 3. Le maire, l'UMP à l'époque, grand vigilant de l'égalité sociale, il a fait un communiqué, je veillerai à la mixité sociale. J'ai dit, couillon, mais 13 enfants, il démarre. Et nous nommer des enfants, il y a 13 000. Nous, on a vocation. Ils étaient de la même famille, non? Voilà, nous, on a vocation à ce qui est du monde. À Montpellier, on n'a pas loin de 500 enfants. On commence à avoir un grand panel. À Béziers, on a une école. 60% de personnes d'origine maghrébine, qui ne sont pas tous, quand même, c'est pas les Rockefeller de Béziers. Hein. Voilà, donc ça. Après, il faut faire attention. C'est vrai que quand on commence quelque chose, il y a les gens qui cherchent et qui sont dans l'initiative. Ce qu'on a beaucoup dans cette région-ci, c'est des disoccupati. Un jour, on avait fait, c'était à la Calandate à Gignac. On avait fait un sociogramme pour voir un petit peu. On était arrivé à 75% de disoccupati, hein, le concept italien, c'est-à-dire les mal employés, chômeurs et tout à côté. 75% de disoccupati.
C'est pas mal quand même pour une école élitiste. Mais c'est vrai, beaucoup très diplômés. Hein, parce que chez nous, les gueules noires, il n'y en a pas baiser. Donc, par contre, on a du très diplômé, disoccupants. Alors là, on en a beaucoup. Par contre, ceux-là, ils sont en recherche aussi. Ils sont pauvres, mais ils cherchent pour leurs enfants. Et c'est vrai que ceux-là, ils sont vecteurs et ils sont en initiative. Ils sont en recherche initiative. Maintenant, nous, Calandrette, et puis per le bilinguisme et ce que défendons, hein, nous, on a vocation à être même hégémonique. Hein? Donc, non, mais on a vocation à ce qu'il y ait beaucoup et qu'on touche le plus possible de couches de la société. Par exemple, une des difficultés qu'on a avec l'Occitan, particulièrement en milieu rural, c'est que la population occitane a un problème douloureux avec la langue. Très douloureux. Donc on a aussi beaucoup de nouveaux venus qui veulent s'intégrer et qui, eux, n'ont pas de passif avec la langue. Ils disent, vous pays belle, oh, on me dit qu'il y a une belle culture. Tant mieux, j'en prends. Si tu dis que c'est un bonbon, ils veulent. Donc ils viennent. Si tu dis que c'est caca, évidemment, ils te le laissent. Mais donc mais c'est vrai qu'on a ce gros problème chez nous, dans la population. Quand on a ouvert la Calandrette à Carcassonne, nous connaissons Vioduna là, il nous avait donné le local dans la salle à mariage. Il a dit, à qui c'est 10 des hauts. Et donc, au début, on n'avait pas eu Pélate. Et au premier Noël, on avait un enfant. C'est peu quand même. Et alors l'autre, le maire, il nous fait livrer un sapin énormasse. Et puis après il téléphone, il dit, je vais venir faire la photo à un journaliste. Et on avait un qui était à l'école avec lui, qui l'appelle, il parle avec lui, il dit, putain, Raymond, qu'est-ce qu'on se passe? Il n'y a plus les fans, si tu prenais une photo. Voyez pareil, il a dit, je viendrai faire la photo. De toute façon, les Carcassonnais, ils viendront au secours de la victoire. Pour l'instant, ils n'en veulent pas, veillera. Il est venu. Mais nous, on a cette difficulté, qu'on a un problème traumatique avec la langue, et donc qui est une autre difficulté, et particulièrement en milieu populaire, et en milieu rural, là où la langue est très forte. Là où la langue est très forte, en Limousin, on a une école. Et la langue est très forte. Mais il y a un gros traumatisme dessus. Voilà. Excusez-moi, je suis pas... Voilà, non mais ton histoire était très belle, hein, avec, il manquait l'âne et le bœuf en plus de Et non, mais c'est que j'en le sais. Alors, qui veut poser une question? Voilà, le micro est là et on va... Non, juste pour dire que... Alors, attends, un petit micro, peut-être qu'on va donner la question là, puis à vous après, monsieur. Voilà. Ah, attention. Voilà, merci. Oui, en tout cas, pour ce qui concerne les enfants en grande difficulté, et c'est-à-dire en grande souffrance dans l'éducation laïque de l'État, la Calandrette dans notre région est quand même une opportunité et s'ouvre beaucoup pour les enfants qui sont en grande souffrance. Et on a cette chance, parce qu'ils sont accueillants, parce qu'ils proposent d'autres pratiques pédagogiques. Et pour certains enfants, c'est vraiment salvateur. Voilà. Donc, effectivement, je rejoins que je pensais poser la même question sur le côté élitiste, puisque ce sont quand même des parents qui se posent des questions, etc. Et en même temps, il y a un accueil d'enfants qui ne peuvent plus continuer, mais vraiment, même physiquement, ne peuvent plus aller à l'école, et qui se retrouvent en capacité d'apprendre grâce au Calandrette, et c'est vrai que ça nous arrange bien. Voilà. Et pour revenir sur le bilinguisme, pour moi, le bi ou trilinguisme, alors après, je ne vais pas défendre absolument l'occitan, mais il me semble-t-il que l'apprentissage de l'allemand, de l'anglais, me paraît apporter le même terreau, c'est-à-dire la possibilité de voir le monde à travers des points de vue différents, une mobilité de pensée, qui est quand même pour moi le fondement de la tolérance. Voilà. Donc en ça, je pense que toutes ces expériences-là construisent des citoyens un peu plus tolérants et on en a bien besoin. Voilà. Merci. Une autre question ici. On va en prendre encore quelques-unes avant de... Oui, moi je voulais juste poser une question assez terre à terre. Quand on prend les chemins de traverse, quand on dévie de la norme, quand on veut faire des choses différentes, on rencontre souvent deux types d'obstacles. Le premier, c'est un obstacle financier. Vous nous avez expliqué un petit peu comment vous essayez de surmonter un peu cet
cet obstacle-là. Le deuxième, c'est le cadre institutionnel. Comment, quand vous voulez initier vos enfants à la découverte de l'environnement, etc., il faut absolument sortir de la classe. Il y a plein de pratiques qu'on ne fait pas habituellement dans une école, mais qui sont riches pour l'enfant, qui représentent des difficultés vis-à-vis des lois, des normes en vigueur, etc. Comment vous confrontez à ce problème-là? L'idée, c'est que le paradis du pupette rectangle, c'est pas le meilleur endroit pour découvrir la vie, etc. Donc c'est pour ça qu'on veut faire une école à la campagne. C'est du bon sens, mais ça coûte pas plus cher. Hein. La chose terrible, c'est qu'en France, on a l'idée que l'éducation est gratuite. Or, un enfant, ça coûte grosso modo entre 9 et 12 000 euros par année scolaire. Ça ne coûte pas rien. On fait des impôts pour ça. C'est une part de nos impôts qui passent dans l'éducation nationale qui est colossale. Donc il faut se rendre compte, par exemple, quand on a fait le film Demain, il raconte quoi? Il raconte ce qui se passe en Finlande, qui est censé être la meilleure pratique d'éducation des enfants. Mais il faut se rendre compte que les profs sont payés le double de nous, et que la charge de l'éducation nationale en Finlande est la moitié de nous. Il faut se rendre compte qu'il y a 800 000 profs, mais il y a 300 000 inspecteurs, enfin, ou des gens qui travaillent en France, je parle. C'est colossal, on ne se rend pas compte. Il y a moyen de faire, mais le problème, c'est que le système, vous savez, c'est le système de la société du comment et la société du pourquoi. La société du comment, elle est engendrée par l'éducation nationale. C'est pour ça qu'on vit dans des difficultés majeures. La société du comment, c'est il y a un programme, il y a une pédagogie plus ou moins bien enseignée, etc. Puis après, il y a les obligations des évaluations, des contrôles, puis des rapports, et puis il y a un inspecteur qui arrive pour contrôler tout ça. Vous imaginez ces pauvres profs dans ce carcan cerné par un appareil qui n'est pas obligatoirement malveillant, parce qu'être inspecteur, c'est regarder d'en haut et peut-être choisir ce qu'il y a de bien. Mais c'est pas ça qu'ils font, c'est qu'ils appliquent la méthode, enfin, leur méthode. Et la société du pourquoi, c'est une société où on explique aux gens pourquoi on fait les choses, etc. Les enfants découvrent, on peut faire autre chose, et justement conserver leur initiative, leur volonté, cette joie d'apprendre, elle existe réellement. Et en tant que parent, et pour en avoir eu beaucoup, on a quand même vu chaque fois s'éteindre des lumières, vraiment. Et c'est cette prise de conscience un peu tardive et fautive, je considère, qui nous a amenés à changer et à vouloir créer une école. Parce que si on peut toujours revendiquer, on peut toujours penser, mais je pense que le système éducatif français n'est pas réformable de l'intérieur. Enfin, en tout cas, les profs arriveront peut-être à libérer aussi. Je sais qu'il y a des mouvements et des gens travaillent à ça. Oui, enfin, nous, on espère qu'on peut peut-être participer à l'émergence d'une réflexion là-dessus. On le voit bien, on a dans notre académie un recteur qui est assez étonnant et qui est très soucieux de regarder ces genres d'expériences. Il est déjà venu 2 fois voir notre petite école au démarrage. Et il a l'idée que les choses ne changeront que si on regarde ce qui se fait à la base, dans tout le réseau. Et il a fait, il y a quelques mois, une grande séance, une journée pédagogique où il a invité tous ceux qui faisaient quelque chose d'un peu différent dans leur classe à venir et à parler de leur expérience. Il vous a demandé de venir raconter le projet de l'école. Donc il y a quand même des choses qui se passent. Et on peut espérer petit à petit semer les petites graines qui porteront. Et c'est pour ça que je reprends tout à fait ce que vous avez dit. De toute façon, je le dis tout le temps, je le cite tout le temps. Cette parole qui a été reprise par Gramsci dans ses lettres de prison, le pessimisme de la raison nous oblige à l'optimisme de la détermination. Et c'est pas parce qu'on a peur de ne pas correspondre à l'égalitarisme qui n'est pas très productif. Et ce qui est important, c'est de se rendre compte, c'est qu'il faut faire pousser des graines, il faut faire pousser des énergies qui vont petit à petit changer le monde. La deuxième partie de ma question concernait les obstacles institutionnels de type l'encadrement nécessaire quand on fait sortir les enfants, etc. Il y a plein de petites difficultés comme ça. Et ça peut exister, mais nous on a la chance de le faire dans une ferme, et donc on a la chance d'être au milieu de la nature, et puis on va essayer de trouver des parades, mais c'est vrai que par exemple les œufs des poules qui seront à l'école ne pourront pas être mangés par les enfants. Mais, du coup, on va trouver des systèmes. On se met dans l'illégalité. C'est les parents qui feront à manger. Et voilà, et du coup, on va essayer de le gérer en trouvant toutes les astuces, et je pense que tous ensemble, on va y arriver. Alors, merci. Il y a plein de questions.
ici une question et puis après. Moi, c'était pas vraiment une question, ou puisque une réflexion. j'ai été maire de Calornion, j'ai participé longtemps au fonctionnement et même à la création d'ailleurs de ces écoles, donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Mais ce sur quoi je voulais parler, c'était faire. C'est-à-dire que faire, Jean-Louis disait tout à l'heure, c'est faire l'école ensemble. Mais c'est pas uniquement au niveau de discuter la pédagogie, le machin, etc. Non, c'est aussi lever les manches et y aller. C'est-à-dire que nous, on fait des classes vertes à Calornion, ça fait partie de la pédagogie. Les enfants sortent. Et notamment, chaque année, ils passent une semaine ensemble à la campagne, etc. Mais il faut payer ça. Il y a des parents qui peuvent, il y a des parents qui ne peuvent pas. Comment on fait pour que tout le monde le fasse? Et bien, on fait des vendanges. Notamment, on avait trouvé ce système-là. Un parent était directeur d'une cave coopérative. Les vendanges du village qui devaient se faire à la main, il nous les donnait à nous. Et l'argent qu'il nous donnait, et bien, ça allait à Calendret. Et c'était les parents de plusieurs classes qui y allaient. Moi, j'ai fait ça pendant des samedis entiers au mois de septembre pendant des années. Bon, c'était en même temps des moments de fête et de partage. Mais les parents, ben, ils se levaient le matin à 6 h pour aller faire la vendange. Donc, c'est ça qui est aussi important dans l'état d'esprit, c'est se prendre en main. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on veut quelque chose pour nos enfants, au-delà des financements institutionnels, tout ce qu'on peut trouver, ben on y va aussi, on lève les manches. Voilà. D'accord, merci. On va passer là, encore quelques questions et puis après on va arrêter. Juste derrière, voilà, ça ne dérange pas, comme ça j'en profite pour présenter Jacques Capla, qui nous fait le plaisir d'être déjà ici et qui interviendra samedi sur l'agriculture. Voilà. Bonjour, merci de me mettre en lumière sur un autre angle. Là je vais revenir on va rester dans le sujet, parce qu'en plus, aujourd'hui, moi je travaille dans l'anthropologie des connaissances, donc c'est aussi un domaine qui me touche beaucoup. Et juste deux remarques et une interrogation, une remarque interrogative. Dans les deux remarques, c'est la première sur la question de l'élitisme ou pas, etc. Et qui rejoint aussi la question de savoir est-ce qu'il faut enseigner le provençal dans l'école de manière possible ou pas. Je crois qu'à un moment donné, il faut une diversité d'innovation et de lieux pour bousculer le système, pour que le système bouge. Et effectivement, j'ai beau avoir dans ma famille des gens qui sont dans l'éducation nationale et qui font tout ce qu'ils peuvent à l'intérieur pour faire bouger les choses. Je partage aussi le sentiment qu'aujourd'hui, si on veut que ça bouge, il faut aussi faire de l'extérieur. Donc, élitiste ou pas, à mon avis, la question ne se pose pas vraiment. La question qui doit se poser aujourd'hui, c'est comment on bouscule le système et comment on crée une réflexion, effectivement. L'autre remarque que je voulais faire quand même, c'était pour appuyer ce qui a été dit sur l'ouverture de l'esprit par les langues, vraiment avoir en tête que ça a été démontré, on ne pense pas pareil dans des langues différentes. Donc apprendre plusieurs langues, alors que ce soit le provençal ou l'allemand ou d'autres langues, apprendre plusieurs langues, ça enseigne un décentrage ethnographique, ethnologique, et c'est extrêmement important. Moi, d'un point de vue d'anthropologue aujourd'hui, je trouve qu'on crève de notre ethnocentrisme occidental, particulièrement les Français et les Anglais, c'est comme par hasard des pays monolingues. Et donc je pense que c'est effectivement quelque chose de très important d'apprendre dans ce cadre-là. Et sinon, ce que je voulais, la question-remarque ouverte que je voulais poser, c'est celle de l'articulation entre pédagogie et vie sociale. C'est-à-dire qu'il y a un énorme paradoxe aujourd'hui dans l'ensemble des écoles en général, qui est souvent pas posé, c'est que l'école, c'est l'éducation nationale, c'est un lieu de pédagogie, on dit de transmission des savoirs, enfin, on va plutôt dire d'aide à la construction des savoirs, parce qu'un savoir il ne se transmet pas, il se construit, il s'acquiert, il se conquiert même, et puis c'est un lieu de vie sociale. Et moi, j'ai vécu, et je pense que les gens qui sont mal à l'école le vivent très violemment. Moi, j'ai vécu très violemment cette dissociation entre la salle de classe, qui est un lieu de transmission, alors malheureusement verticale de savoir, où il n'y a pas théoriquement de vie sociale. Normalement, dans la salle de classe à la française, on est censé se taire et écouter le prof. Donc il n'y a pas de vie sociale, par définition, puisqu'on se tait et qu'on écoute. La vie sociale à l'école, elle se fait dans la cour de récré, elle se fait dans les interclasses. Et c'est aussi quelque chose d'extrêmement important. Et souvent très violent pour les gens qui ne sont pas dans la norme. Et donc la question que je me pose, c'est comment, il me semble que dans les types de pédagogie qui sont mis en œuvre dans l'école de domaine possible, ou aussi dans les calendriers d'État, même si c'est peut-être moins théorisé, moins le point de départ, il me semble que le fait de changer de pédagogie casse justement cette dissociation. Et si ce n'est pas le cas, est-ce que c'est quelque chose qui est pris en compte? D'accord. Alors, là-dessus, une réponse, Jean-Louis? Oui, le premier point sur la première chose qui a été dite
On a observé, parce qu'on a fait des études qui ont été faites beaucoup au Canada, puisqu'il y a 500 000 enfants qui sont en immersion, et alors on a aussi vu, c'est que les gamins en immersion, un anglophone en immersion en français sera meilleur en anglais que les anglophones monolingues restant dans les écoles monolingues. Premier point. Donc le niveau dans la langue est un peu, en général, meilleur. Premier point. Deuxième point, parce qu'il y a eu un changement dans la façon d'acquérir les codes, on a découvert que les bilingues étaient meilleurs en maths. Parce que c'est un code. Et donc il y a un changement là, dans la fonction et dans l'organisation du cerveau. Les scientifiques le disent et l'expliquent. Juste sur la question après, qui était la question de la socialisation. Nous, on est extrêmement sensibles à ça, mais on a un modèle. Associat per fare école, ça veut dire que l'école, elle est portée par le milieu, puisque ce sont les parents qui deviennent associatifs et qui sont les gestionnaires, qui sont les responsables, les co-responsables avec les enseignants. On est associés en tout. Donc c'est très important pour la vie de l'école, comme disait Régine tout à l'heure, pour se lever et pour se responsabiliser pour les choses, mais aussi pour gérer l'école. Et deuxième point, on est extrêmement soucieux qu'il y ait une sociabilité, d'abord avec les activités, style classe verte, etc., mais aussi avec ce qui est notre point, qui est de faire de chaque école un lieu de vie culturel, un foyer culturel. Donc les calandrettes sont elles ont remonté dans plein d'endroits les carnavals, elles remontent des fêtes, elles organisent des fêtes, et qui là sont des moments justement de vie sociale, et de vie sociale pour la cité en général. À Béziers, le carnaval est remorte, mais les calandrettes l'ont remonté. Et maintenant, c'est quelque chose d'important auquel participent pas uniquement les calandrettes, mais participent beaucoup d'autres. Et ça, c'est très important qu'il y ait le lien dans la société. Voilà, alors il est près de 20h, peut-être encore une toute dernière question. D'accord, une précision là-dessus. À propos du film dont vous avez parlé, c'était des choses qui m'a le plus frappé dans ce film, c'est que tous ces enfants qui sont scolarisés à la maison sont dans une sociabilité extrême. Les parents imaginent des choses absolument fabuleuses et, comme disait Jacques Kaplan, ils sont dans une meilleure sociabilité que celle qui est à l'école. C'est vraiment l'enseignement de ce... Quand on voit ce film, je vous le conseille vivement, on se dit c'est possible, on peut y aller. C'est vraiment extraordinaire. Merci d'avoir participé à ce film. Alors, on prend la dernière question, monsieur. S'il y a un micro qui est pas près de moi. Non, moi, ce qui me semble intéressant, c'est l'ouverture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez... Excusez-moi, pardon, oui, bonjour. C'est l'ouverture de systèmes tels que ceux que vous expérimentez, que vous avez dit tout à fait juste, et comment justement ouvrir ces expérimentations pour les généraliser et effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, apporter des modèles pédagogiques qui favorisent le développement des compétences transversales, parce qu'on est là-dessus, des compétences citoyennes, des compétences de démocratie qui amèneront les individus à penser leur métier, mais le métier, comme dit Patrick Livray, le métier dans l'ensemble, le métier en tant que projet de vie, et en même temps à développer derrière des modèles démocratiques de systèmes de travail qui nous conviennent, enfin, adaptés. Je pense que la pédagogie, elle va au-delà, enfin, elle démarre par ce que vous faites, et je pense que l'important, c'est aussi d'impulser des choses, comme vous le disiez, avec l'éducation. Bien sûr, sur cette ouverture. Voilà, juste dire oui, mais pas l'idée de proposer des modèles à reproduire. Il ne s'agit pas du tout de ça. La seule chose qui nous paraît importante aujourd'hui, c'est le monde de demain sera fait avec les enfants là, et ce qui est important, c'est de partir d'eux et de les regarder et de les accompagner dans ce qu'ils pourront faire demain. Donc c'est pas un modèle, mais c'est d'essayer d'impulser quelque chose. Et puis cette chose-là, il y a peut-être d'autres qui auront envie de le faire d'une autre manière, mais c'est toujours l'enfant qui doit être au cœur de la chose, enfin, comme c'est manifestement le cas dans les cas. Bien sûr. Voilà, une toute dernière question, monsieur, si vous voulez prendre le micro, ça serait plus simple, puisque l'autre est là-bas. Merci, puis on va terminer là-dessus. C'est pas du tout une question, je pense qu'on invente les choses en Occident, très bien, dans notre Nord, mais quand on va dans les écoles primaires du Burkina Faso, paumées, j'entends les écoles primaires rurales, ils fonctionnent exactement comme vous. C'est-à-dire qu'il y a les mères éducatives, il y a un système associatif qui gère les écoles,
les parents font à manger pour l'école, et vous disiez tout à l'heure, quand on voit les parents d'élèves, moi je vois qu'on met des actions dans ces communes, dans ces villages, on se rend compte que si on a affaire avec les parents d'élèves se relèvent les manches, à tel point même que si on avance l'argent pour faire une classe supplémentaire, ce sont les parents d'élèves qui la construisent. Et ça existe, et c'est pour ça je crois que c'est vrai qu'on a tendance à vouloir réinventer les choses, mais ça existe dans notre monde, notamment auprès de ces populations, et probablement qu'on va trouver les solutions dans une résultante entre ce qui est bien chez nous et ce qui est bien chez eux. Et je crois qu'il faut aller voir ailleurs ce qui se passe, et ces pays fonctionnent, dans ces communes j'entends, dans ces villages, ils fonctionnent comme vous, et c'est une merveille. Voilà, merci de cette réflexion qui nous renvoie finalement à une certaine universalité de ce qui est en train de se faire. Je voudrais terminer en citant Edgar Morin dans sa préface, parce que ce petit livre est tout à fait, tu l'as évoqué, est vraiment tout à fait intéressant. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, en Occitan, si j'ai bien compris, le papé, il a 94 ans, je crois, ou à peu près. 94 ans, Edgar Morin, il est encore remarquable. Il est absolument, au niveau qu'il avait rencontré pour ce livre, il est tout à fait étonnant. Hein. Il est venu faire une conférence à Arles sur le problème de la spiritualité. Il a parlé pendant 2 heures. Ah oui. Tout seul. 2 heures. Il était complètement estomaqué. Et on s'est pas ennuyé. Le petit truc qu'il dit dans la fin du livre qui me touche, excusez-moi, mais enfin, il dit qu'il faut casser le lien entre l'uniformisation culturelle et la laïcité, et abandon du jacobinisme culturel pour la régénération de la laïcité. Voilà, mais là on est pas mal. Je pense qu'à Calandrette, on va le mettre papé d'honneur. Une Calandrette à Arles. Et il dit dans son livre, si enseigner, c'est enseigner à vivre, selon la juste formule de Jean-Jacques Rousseau, il est nécessaire de détecter les carences et les lacunes de notre enseignement actuel pour affronter les problèmes vitaux comme ceux de l'erreur, de l'illusion, de la partialité, de la compréhension humaine et des incertitudes de toute existence. Et en tout cas, merci en tout cas à Jean-Louis et à l'ensemble, au travers de toi, des Calandretta. Merci Lise, M. Colibri, merci à vous de faire en sorte que nos enfants, justement, essayent de ne plus être dans les incertitudes, d'affronter en quelque sorte l'incertitude de l'existence. Voilà, merci à vous, je pense qu'on peut tous vous applaudir.